Inspection, perspective, invective, restons calmes, gardons le cap. Et pour s'évader de la pensée trop policée, même magique, dépensons notre temps de cerveau disponible avec Combat Futur, la balado-diffusion plurielle et de son commandement au service de la prospective. Depuis le retour de la guerre dite de haute intensité, le foisonnement des conflits jusqu'au plus improbable, une question redevient centrale. Sommes-nous capables de mobiliser ? Quelles limites pourrions-nous rencontrer dans la France actuelle et de quel modèle pourrions-nous nous inspirer ? Pour répondre à ces questions, nous recevons le général de corps d'armée Bertrand Toujouze, directeur de recherche de l'Observatoire Armée de Terre 2030 au sein de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Mon général, bonjour. Bonjour. Alors, pourriez-vous dans un premier temps nous rappeler quels furent vos commandements et en quoi ils ont pu mettre en œuvre une réflexion déjà sur la mobilisation ? Merci de cette introduction. Donc concrètement, j'ai passé une quarantaine d'années dans les armées. Je suis moi-même, alors pas de réserve, mais deuxième section depuis septembre dernier. Donc je suis directement et personnellement impacté par le sujet. Plus sérieusement, j'ai eu un certain nombre d'activités au cours de mes 40 dernières années où j'ai pu voir ce qu'étaient les sujets des réserves. Et donc c'est un sujet qui m'a toujours relativement intéressé. Alors la première fois, c'était en 1998. Donc, vous voyez, je ne suis pas très jeune. Je me suis retrouvé à l'époque où je préparais l'école de guerre en poste pendant 2 ans à l'inspection des réserves. À l'époque, on est en train de solder le modèle de réserve de la Grande Guerre, où on avait des centaines de milliers de noms dans des fichiers prêts à répondre à la Grande Guerre patriotique. Voilà. Bon, à l'époque, c'était quand même assez décalé par rapport à ce que nous vivions. On était en train d'enterrer ce monde-là. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est au cours de ces 2 années-là, on a quand même pondu, via l'inspection des réserves, la première loi sur les réserves de 99. Donc ça a été quand même un premier teaser auquel je ne m'attendais pas, mais en tout cas que j'ai trouvé très intéressant. Deuxième temps, j'ai passé une bonne partie de mes activités dans les armées au sein du monde des forces spéciales et du renseignement, 2 domaines d'emploi et de spécialités qui ont un recours assez vaste aux réserves. Alors, ce n'est pas forcément connu, mais quand j'étais à la direction du renseignement militaire, il y a finalement beaucoup de spécialistes que l'on va chercher et qu'on est capable d'utiliser de manière très intéressante. Et puis quand j'étais au commandement des opérations spéciales, c'est un état-major qui est quand même assez emblématique, puisque vous avez grosso modo 150 personnes dans l'état-major, et vous avez 150 réservistes. Donc c'est quand même un modèle qui est très intégré, réserve et personnes actives. Donc ça, j'ai quand même bien gardé ça en tête. Et troisième temps, j'ai terminé ma carrière comme commandant de la force des opérations terrestres, commandement Terre Europe à Lille de 2022 à 2025. Et à ce titre, j'ai été en charge donc, de tout ce qui était organisation des 27 000 réservistes de la force opérationnelle terrestre. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent et décrivent les réserves. Mais grosso modo, l'armée de terre génère 60 à 65% des réserves du ministère. On n'entend pas souvent l'armée de terre s'exprimer sur ces sujets-là, mais c'est une réalité. Et la force opérationnelle terrestre représente 80 à 90% des réserves de l'armée de terre. Alors quand on parle de mobilisation en France, de quoi parle-t-on exactement ? Est-ce qu'il existe un modèle déjà préexistant ? Alors en réalité, si on veut se poser la question de la mobilisation, ce qui est intéressant, c'est de revenir sur ce que dit la loi, c'est-à-dire grosso modo de quoi parle-t-on ? En réalité, aujourd'hui, donc comme je vous le disais précédemment, il y a 2 textes majeurs à avoir en tête quand on parle réserve. Le premier, c'est la loi de 1999, qui avait l'énorme vertu de n'être qu'une loi réserve. Donc c'est un objet visible, assumé, mais dans lequel en réalité il n'y avait pas grand-chose. C'est l'époque où on écrivait que, grosso modo, le réserviste avait le droit de prendre 10 jours pour faire la réserve sans que son employeur ne puisse y voir le moindre mal, etc. On donnait des premières indications, mais c'était quand même extrêmement léger. Ce qui est plus intéressant, c'est ce qui a été mis sur la loi de programmation militaire 2023-2029, où là, en fait, vous avez tout un complément sur les réserves qui a été mis dans la loi et qui ensuite a été introduit dans le Code de la Défense. Et c'est là où aujourd'hui, à mon avis, on voit ce qu'est la réserve et s'il faut qu'on en attende en France. Donc ce qui est assez intéressant, c'est donc cette loi, on explique que la réserve, c'est 4 choses. Ça sert à renforcer les capacités des forces armées, ça entretient l'esprit de défense, ça encourage l'engagement de la jeunesse et ça contribue au lien armée-nation. Donc des grands objets plutôt autour du sens que de l'aspect pratique.
Quand on en revient à l'aspect pratique, en fait, cette même loi reprécise, alors c'était déjà le cas précédemment, qu'en fait, la réserve en France, elle est organisée pour permettre cela autour de deux grosses réalités, une réserve opérationnelle et une réserve citoyenne. La réserve opérationnelle étant elle-même divisée en deux ensembles, une réserve opérationnelle de premier niveau qui se base sur tous les réservistes volontaires qui ont signé des contrats dans les différentes unités, états-majors, etc. Et la réserve opérationnelle de deuxième niveau, qui est en fait la possibilité de rappel par l'État de tous les anciens militaires d'active pendant encore 5 années, une fois qu'ils ont quitté le service actif. Ça, on a pu le voir avec les exercices Vortex qui ont été faits à la brigade parachutiste et ce genre de choses. C'est les choses qui ont été faites. Voilà, encore une fois, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'on voit bien que on a une articulation qui répond à beaucoup de questions, maintenant qui est peu connue, peu publicisée, et sur lequel on a probablement surinvesti sur certains aspects, notamment on voit bien que dans tout ce qui est imaginé aujourd'hui, le rappel des anciens militaires d'active est un sujet qui vient assez vite en tête, notamment, vous l'avez cité, il y a les exercices Vortex. Pour ma part, je pense que le cœur du sujet réserve, c'est la réserve volontaire. Et donc là, il y a un peu un écart de perception, à mon avis, entre ce que doit être notre réserve désormais et la manière dont elle est un peu décrite aujourd'hui. Alors justement, vous parliez de cet écart. J'imagine qu'il y a aussi d'autres obstacles à une large mobilisation en France. Alors, actuellement, dans le cadre de mes fonctions de directeur de l'Observatoire Terre 2040 à la Fondation méditerranéenne des études stratégiques, donc on a eu à mener une étude au profit du commandement du combat futur, en raison de ma présence ce jour, j'imagine. Et c'est assez intéressant parce que pour mener cette étude, on a commencer par faire quand même, ce qui est assez classique, un état des lieux. Enfin, de quoi parle-t-on? Et donc, dans ces obstacles que vous lissez, il y en a en fait beaucoup. Il y a, je pense que le premier obstacle qui a été identifié, c'est celui de vraiment très conceptuel du besoin. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde n'est pas persuadé en France que nous risquons d'être envahis demain matin. Voilà, on pourrait en discuter. Je suis d'ailleurs pas persuadé d'en être convaincu. Voilà. Mais donc, quand on parle réserve, il y a quand même un vrai doute sur à quoi ça sert, c'est quoi le sujet de la France aujourd'hui et le besoin de réserve. Donc ça, je pense que c'est vraiment de très très loin le premier obstacle. Le deuxième obstacle, il est plus dans les doctrines d'emploi, la manière dont ça s'est traduit dans les différentes armées, en tout cas pour ce que je connais moi pour l'armée de terre. C'est-à-dire qu'en fait, on est resté sur un modèle qui est vraiment issu de la fin du service national, fin de la guerre froide, où les réserves sont venues abonder en nombre limité des petits compléments à la vie quotidienne de l'armée de terre, qui elle-même était pour l'essentiel dédiée à la projection. Donc on a pas mal de réservistes qui finalement tenaient en garnison des emplois de personnel d'actifs qui étaient partis. Il y a eu ensuite toute la période montée lutte contre le terrorisme qui a permis quand même de mobiliser davantage des unités de réserve type, mais sur des opérations comme Vigipirate ou Sentinelle. Mais là aussi, on a fait un peu du nombre, ça facilite les choses, les réservistes en étaient satisfaits. Enfin, c'est pas conceptuellement ou doctrinalement totalement étayé. Et sur la participation aux opérations extérieures, elle a existé, mais elle est restée relativement marginale quand je prends les chiffres de l'armée de terre. Pas du tout dans ce que j'ai connu ailleurs au commandement des opérations spéciales. Commandement des opérations spéciales, 70% des jours de réservistes étaient faits en opération. Donc c'est vraiment un autre modèle et que pour ma part, j'ai bien en tête. Voilà. Et puis après, sans doute, dernier obstacle, il est quand même lié aux réalités d'équipement capacitaire, financier de nos armées. C'est-à-dire, on a un message qui a été assez volontariste sur le besoin de réserve. Pour autant, dans ce qui est actuellement décrit dans la loi de programmation militaire, on y trouve une certaine capacité à financer de l'activité réserve. On n'a pas encore les éléments qui permettent d'équiper massivement la réserve et de répondre à des enjeux beaucoup plus ambitieux. C'est-à-dire, si vous voulez une réserve très ambitieuse, ne serait-ce qu'il vous faut des infrastructures. Ça, aujourd'hui, c'est pas financé. Donc là, ça a été, jusqu'à aujourd'hui, un vrai obstacle. Est-ce qu'on pourrait même rajouter le côté administratif ou peut-être le fait que certaines sociétés ne voudraient pas laisser partir leurs ouvriers et autres ingénieurs? Alors, c'est deux
très bonne remarque. Les deux sont tout à fait vrais. L'administration, on critique beaucoup l'administration en France, l'administration militaire, etc. Bon, je constate quand même que l'administration, à la fois, quand il n'y a pas de sens, quand il n'y a pas de mobilisation, quand il ne se passe rien, ben on en a le pire. Et ça, dans le monde de la réserve, je pense que beaucoup de nos camarades réservistes qui éventuellement écouteront ce podcast auront moult anecdotes plutôt drôles à citer. Moi, pour ma part, quand j'étais au COS, et j'ai employé une jeune chercheuse qui était vraiment sur les sujets ressources humaines, où on avait un vrai sujet. Bon, c'était quelqu'un que je connaissais à part ça. Bon, déjà, il m'avait fallu 4 ou 5 mois pour la recruter, alors que le besoin il était quasi immédiat. 7 mois après, elle n'avait toujours pas touché le premier copec. Bon, c'est juste pas admissible, quoi. Donc, on a tous connu ces réalités-là. Je constate quand même que quand il y a une vraie volonté, en réalité, les scories de l'administration se lèvent. Et donc, aujourd'hui, s'il y a tant de scories d'administration, pour ma part, je pense que ça reflète en partie le fait que c'était pas sur le dessus de la pile des priorités. Voilà. Deuxième remarque que vous faisiez, c'est sur la capacité des entreprises à laisser partir les personnes. Donc ça, je reviendrai peut-être dans les échanges ultérieurs dessus. C'est tout à fait vrai, mais encore une fois, on en revient bien au point que j'avais évoqué sur quel concept, quel sens. Aujourd'hui, il n'y a pas une pleine adhésion, un plein partage de à quoi sert la réserve. Et donc, à ce titre, les entreprises, c'était bien gérer des individus qui allaient faire leur devoir citoyen. Ce n'était pas elles qui étaient impliquées. Bon, on voit bien aujourd'hui avec la garde nationale qu'on essaye de changer l'état d'esprit. Il y a un certain nombre de grandes entreprises qui signent. Il y a nos généraux en région qui signent des contrats chaque fois avec pas mal de publicité autour. En réalité, comment ça se traduit pour de vrai? Je pense que c'est encore quelque chose qui est devant nous. Et c'est quelque chose qui nous a beaucoup frappé dans les exemples étrangers qu'on a vus dans le cadre des recherches de la FMES, où il y a beaucoup de pays qui sont beaucoup plus avancés que nous en la matière. Alors la première étude que vous avez sortie, c'est cette fameuse mobilisation face aux nouvelles menaces. On voit que vous donnez une large part aux modèles étrangers qui peuvent apparemment nous servir d'exemple, mais aussi de limites. Alors quels sont ces modèles et de quoi parlent-ils ? Alors, sur cette étude, que j'invite la plus large partie du public à lire, parce qu'elle est disponible en ligne sur le site de la FMES, j'imagine qu'elle est également en ligne au CCF, donc les personnes qui veulent en profiter pourront le faire. Il y en a pour une petite trentaine de pages, donc donc c'est pas non plus un document trop indigeste, et j'espère qu'il est intéressant. Effectivement, on a été beaucoup voir les modèles étrangers, et dans les choix qu'on a fait, on a cherché à aller voir des pays qui, pour une raison ou pour une autre, pouvaient nous apporter quelque chose et étaient comparables à nous. Voilà. Donc si vous voulez, par exemple, on a fait un choix, on a pris la Suède et pas la Finlande. La Finlande est un sujet très populaire et dont on parle finalement beaucoup dans les think tanks et dans les cercles de pensée stratégique en France, parce que c'est un modèle qui a beaucoup d'intérêt. Ce que la Finlande fait avec sa réserve, à mon avis, rien à voir avec le sujet français. C'est-à-dire c'est un pays de 5 millions d'habitants qui est capable de mettre en place une armée de 700 000 hommes. Bon, c'est pas notre sujet à nous. Voilà. Donc c'est la Suède qui est en deuxième ligne et qui mobilise une société, gère une part d'expéditionnaires, une part de résilience de son propre pays, de mobilisation des compétences. Là, c'est quelque chose qui, à mon avis, est plus comparable à ce que nous, on pourrait faire, probablement mieux qu'en ce qu'on fait aujourd'hui. Deuxième autre pays qui a été choisi, Israël. Bon, l'actualité démontre la force du modèle militaire israélien, mais il y a dans le modèle israélien beaucoup de choses extrêmement intéressantes, et je reviendrai dessus après. Troisième plan qu'on a suivi, l'Ukraine, parce que là aussi, dans le contexte actuel, c'est difficile de ne pas voir ce qui a été fait en Ukraine. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Et puis le modèle qui est incontournable en réalité pour nous, ce sont les États-Unis, parce qu'en réalité les États-Unis ils ont une vision très globale du monde, très stratégique, et en réalité on trouve dans le modèle américain beaucoup de choses que nous pourrions apporter dans notre modèle. Alors justement, il y a sûrement des changements à faire dans notre modèle, lesquels sont réalistes et donc faisables. Alors, dans ces 4 modèles, il y a des choses très intéressantes. Le premier, c'est qu'ils ont tous y bénéficié. Alors, pas l'Ukraine, pardon, 3, mais enfin, l'Ukraine, elle est en guerre, donc elle ne fait pas les lois, elle gère la guerre. Voilà. Mais les 3 autres, le premier point que je retiens, c'est qu'ils ont un modèle législatif. Alors, tout ne revient pas du loi, tout n'a pas besoin d'être signé au Parlement, etc. Mais néanmoins, ils ont un modèle législatif qui pose une vraie ambition réserve
et avec une vraie clarté de l'ensemble des dispositifs qui relèvent de la réserve. Et donc ça, c'est quelque chose d'important, parce qu'aujourd'hui en France, on pourrait dire qu'on trouve à peu près ça dans le Code de la Défense, notamment grâce à ce qui a été écrit dans la dernière loi de programmation militaire, mais pour autant, c'était noyé dans la loi de programmation militaire, dans le Code de la Défense, c'est quand même noyé dans beaucoup d'autres choses. Or, en réalité, je pense que ça ne permet probablement pas de mettre assez en exergue le sens de cette affaire-là, ce que l'on peut attendre des individus qui rentrent dans la réserve, et il y a des logiques de droit et de devoir. En France, aujourd'hui, on n'a quasiment aucun droit quand on est réserviste et on a quelques devoirs. Je pense que si la loi était probablement un peu plus ambitieuse, on décrirait beaucoup plus de devoirs, mais beaucoup plus de droits. Voilà. Et donc à partir de là, on peut s'en sortir. Et donc tout ça, et il y a beaucoup de dispositifs incroyablement imaginatifs qui ont été faits sur les liens avec les entreprises, etc. Donc il y a un sujet à mon avis de ce niveau-là. Le deuxième sujet, c'est celui de la clarté des parcours RH. Dans tous ces pays-là, il n'y a pas eu de difficulté à décrire que ce n'est pas une réserve, mais des réserves. Or nous, en France, depuis 30-40 ans, on tourne autour de ces sujets-là. C'est une réserve. Moi, quand je suis arrivé au commandement des opérations spéciales, par exemple, on avait un paquet de réservistes de 150, 200 personnes qui étaient tous gérés par un seul bureau. En fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc moi, pour ma part, je suis assez dubitatif sur un certain nombre de dispositifs qu'on imagine aujourd'hui, de vastes banques de données, où en allant chercher, on trouverait la bonne personne compétente, etc. Bon, ça marche sans doute, peut-être au profit de certains organismes, mais ce n'est pas la réalité de la manière dont vous devez gérer les personnes, gérer leurs compétences, clarter les parcours de ressources humaines, qui veut dire qu'il faut segmenter les gens. Ben, vous avez des gens qui sont des ultra spécialistes. Bon, ben, eux, un mois de formation à côté, peut-être qu'ils n'en ont pas besoin du tout. L'ultra spécialiste, ça vous trouvez ça un certain nombre de... Voilà, donc... Mais en tout cas, vous devez spécifier. Et dans notre étude, on estime qu'aujourd'hui, dans les besoins de l'armée de terre, il y a 6 grandes familles de réservistes. Elles ne sont décrites en réalité nulle part. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment que ça se soit décrit sans aucun doute quelque part, clarté des parcours, et que chacun comprenne bien les options. Troisième sujet qui apparaît dans tous ces pays-là, c'est le lien avec le territoire. En France, on est quand même très centralisé, donc on a une difficulté à articuler le territoire et le central. Parce que quand on est en centrale, ben on estime qu'on peut tout gérer en centrale, et une fois qu'on est en territoire, on a peur de perdre la réserve qui serait prise sur place et sur lesquels on n'aurait pas de lien. On retrouve un peu ça quand même dans la complexité de nos systèmes actuels, où vous avez la force opérationnelle terrestre, par exemple Lille, qui gère 27 000 réservistes, mais ces gens-là, leur emploi, ils sont tantôt en garnison, gérés par un colonel, tantôt ils sont dans des grands exercices de la brigade ou de la division, tantôt ils sont en sentinelle, donc là ils sont plutôt employés par des officiers généraux de zones de défense et de sécurité. On pourrait imaginer un certain nombre de cas de catastrophes naturelles ou d'événements un peu particuliers que des gens soient mis en place via nos OGZDS, mais au titre de réquisitions très spécifiques de préfecture et tout. Mais, donc en fait, le lien avec le territoire, il est considérable dans tous ces pays-là. Chez nous, je pense qu'il est mal organisé. Voilà, on a des chaînes de commandement trop variées et qui fait que donc, je pense que pour le réserviste, c'est pas très simple de savoir où est-ce qu'il est sur ces réalités-là. Quatrième enseignement que je tire de ce qu'on a vu, c'est vraiment la gestion des spécialistes. C'est un sujet majeur. Il s'agit de passer d'une réserve d'épaisseur qui vient abonder des effectifs pour l'essentiel des armées, et encore dans le modèle actuel de l'armée d'active, c'est abonder un peu, à une logique de complémentarité où vous venez faire de la profondeur et où là concrètement le réserviste vient vous apporter quelque chose que vous n'avez pas. Voilà. Alors c'est un sujet qui est compliqué, parce que beaucoup de réservistes ou de personnes qui voudraient rentrer dans la réserve tapent à nos portes en disant « je suis un grand expert, je suis avocat en droit, je suis un spécialiste logistique, etc. » Vous n'avez pas non plus immédiatement la clé de leur niveau de compétence, de la réalité de leur réseau, etc. Donc là aussi, on peut prendre plein de compétences. Maintenant, comment vous l'évaluez, comment vous la jaugez, etc. Enfin, là aussi, il y a quand même un petit sujet. Mais après, en tout cas, une fois que vous l'avez identifié, une vraie réserve de spécialistes, et les exemples les plus emblématiques sont clairement aux États-Unis et en Israël, concernant la capacité à élever le niveau des armées dans un certain nombre de domaines, via l'apport des spécialistes. Chez Israël, ça va très loin. Vous avez des espèces de double carrière, où les gens sont à la fois dans des startups du meilleur niveau,
et en même temps dans des unités particulières. Donc là, l'écosystème, il est incroyablement vertueux. Voilà, les États-Unis, c'est pareil, hein, ils ont des vraies capacités d'effet de levier. Voilà, donc ça, c'est quand même très intéressant. Les Suédois, ils ont plus ça sur la logique résilience de la société civile, mais c'est pas inintéressant non plus. Voilà, donc on voit bien que sur des choses à prendre sur les étrangers, oui, il y a des choses vraiment très intéressantes. Alors, est-ce qu'on peut revenir aussi sur cette fameuse épaisseur? Oui. Alors, si la guerre ne menace pas directement le territoire, il est difficile de mobiliser. Mais est-ce que vous croyez que vous réussirez à mobiliser les gens pour la défense vraiment du territoire? Alors, encore une fois, on voit bien à travers votre question l'ampleur des défis conceptuels, doctrinaux et d'organisation qui vont avec. Parce que quand on parle d'emblée de dire il y a un sujet territoire, si on va au cœur du sens, est-ce que le cœur des menaces françaises, c'est une attaque directe sur notre territoire? J'en suis pas persuadé. Alors, on a vu dans Vigipirate ou Sentinelle une part de sujet qui est tout à fait d'actualité, mais encore une fois, ce n'est qu'une partie du sujet réserve. Donc, encore une fois, bon, territoire, déjà, de quoi parle-t-on? Je pense qu'on en revient vraiment au sens. La réserve, ça sert à quoi? Quelle est la segmentation de la réserve? Quelle est la part qui sert en territorial? Et c'est quoi sa mission? Donc, je pense qu'il y a un vrai besoin de clarifier ça. Vous sous-entendez que, bon, effectivement, c'est comment est-ce qu'on peut intéresser et mobiliser les personnes autour de ça? Moi, pour ma part, je ne suis pas du tout inquiet là-dessus. Aujourd'hui, quand vous voyez la courbe de croissance des réservistes dans l'armée de terre, c'est quand même juste impressionnant. Dans toutes nos unités, aujourd'hui, on freine les entrées. En réalité, la population française, nos concitoyens, concitoyennes, ont bien entendu le discours politique, et je pense qu'en plus, chacun étant quand même un individu libre, démocratique, il y a beaucoup de gens qui, tout simplement, dans leur tête, se disent « oui, il y a des sujets, je veux être utile, je veux m'en aller ». Donc aujourd'hui, la capacité de mobilisation, moi je pense que c'est pas là que je crains quelque chose. Je sens un élan assez important de mobilisation, et en réalité, quand vous voyez les flux de volontaires pour la réserve des armées, mais vous voyez dans d'autres secteurs, vous voyez le nombre de pompiers volontaires en France, le nombre de personnes engagées dans les associations, le fait que les Français s'engagent, moi j'ai pas de doute. Voilà. Le sujet, c'est à quel point vous avez une offre claire pour que les gens comprennent ce qu'on attend d'eux et ce que l'on peut faire. Et donc pour moi, par exemple, la question des territoires, c'est un sujet, c'est en tout cas ce qui est reflété dans la note, c'est un des 6 segments importants de ce que doit être la réserve. Donc concrètement, la réserve, à travers l'étude, on distingue 6 grands segments de réserve. Donc vous avez une part de réserve qui traite de l'épaisseur, qui donne de la capacité aux armées de faire un peu plus, mais en réalité sur des missions qu'elles pourraient faire elles-mêmes. C'est que simplement, vous n'avez pas les effectifs, et donc vous avez intérêt à avoir la capacité, si besoin, d'apporter du monde. Donc là-dedans, vous avez vraiment des enjeux d'unité territoriale dédiée. Vous avez des unités métiers dans les régiments qui pourraient gonfler. Vous pourriez avoir par exemple une unité de combat ou 2 dans chaque régiment avec ses équipements. Donc c'est là où on voit toute l'ampleur du sujet, qui est constitué de réservistes. Troisième sujet, c'est tout ce qui est renfort individuel, renfort en état-major. Là aussi, les objectifs sont quand même assez importants. Moi, quand j'étais à la tête de la force des opérations terrestres, j'avais demandé à chaque état-major opérationnel de l'armée de terre, brigade, division, corps d'armée, d'avoir un double, pas numérique, mais un double réserve. Et ça, c'est dans l'idée de durer, de renouveler les unités en cas de perte, par exemple. C'est de la profondeur. C'est de l'épaisseur, je veux dire. Deuxième sujet, c'est la profondeur, où là, vous faites des choses que vous n'arrivez pas à bien faire avec le modèle actuel. Donc là-dedans, il y a toute une part qui est d'unités spécialistes. C'est par exemple les unités de recherche de renseignement, source ouverte, que vient de monter le commandement de l'action profondeur et du renseignement, qui connaissent un succès exceptionnel. Si on y avait tout l'argent, toute l'infrastructure, etc., je pense qu'en 1 an ou 2, on aurait recruté 1000 ou 2000 personnes. Donc il y a une appétence considérable pour ce genre de choses. Alors, dans ce domaine-là, on voit bien qu'il y a une réalité, mais je pense qu'il y a d'autres unités spécialisées dans les armées où on pourrait tout à fait faire ça. Il y a un deuxième sujet d'épaisseur qui est plus de résilience stratégique, logistique, mobilisation en cas de, justement, de résilience plus globale, où là, on touche quand même plutôt des gens qui sont dans l'industrie, dans les transports logistiques, et qui, pour partie, pourraient être encore dans leur entreprise, en appui, ou bien basculer chez nous ponctuellement. Voilà, donc ça, c'est des débats, par exemple, que le commandement de l'appui logistique de théâtre
A avec le monde de la logistique, par exemple, et il y a un certain nombre de pays où c'est relativement bien organisé. On vous dit, est-ce que vous préférez qu'on ne le travaille pas, et le jour où ce sera la Grande Guerre, on vous fera, par un acte réglementaire ou législatif, on viendra vous ponctionner 2 ou 3 000 camions sans vous avoir rien demandé, ou est-ce que vous préférez pas qu'on s'organise en amont, et vous savez d'emblée que vous êtes capable de nous mettre à disposition 200 ou 300 camions ou 500 dans le cadre d'un partenariat avec des gens qui font des jours chez nous et des jours chez vous. Bon, ça me paraît plutôt du bon sens. Mais encore une fois, voilà, c'est ça. Et le dernier créneau de la profondeur, c'est la réserve citoyenne, où là, vous faites plus du lien armée-nation, etc. Mais on voit bien que là... Et donc, le territoire, ben, c'est un des segments de manière importante. Mais si vous voulez, je peux continuer, parce que sur le territoire... Aujourd'hui, ce qui est compliqué pour l'armée de terre, c'est qu'on a fait le choix, pour l'essentiel, d'avoir toutes les unités de réserve dans les régiments, ce qui a eu beaucoup de vertus depuis 30 ans, donc ça, je ne reviens pas là-dessus. Mais il reste peut-être des déserts militaires. Aujourd'hui, il y a des déserts militaires, et on voit bien en plus que vous avez quand même toute une implication locale des tissus de relations, des tissus de connaissances qui supposent d'être là. Voilà. Et moi, pour ma part, on a fait cette préconisation-là dans le rapport de la FMS, très intéressé par le modèle du 24e RI qui fonctionne en région parisienne. Je pense que si on en avait les moyens, je pense que c'est surtout pour ça que pour l'instant ça n'a pas été fait, si on en avait les moyens financiers et que donc on clarifiait les concepts qui vont avec, je pense qu'on aurait un régiment de ce type dans chacune des régions, des zones de défense et de sécurité en France. On pourrait imaginer d'avoir un lien privilégié avec l'OGZDS de la zone. On pourrait imaginer un contrat particulier sentinelle auprès de ça. Peut-être également des contrats un peu différents en cas de catastrophe naturelle ou de catastrophe de type industriel, etc. Enfin, où on imaginerait une défense opérationnelle du territoire. Et là, la personne qui est dans ce type d'unité pourrait très bien y être jeune à l'époque de ses études, parce que c'est un métier sympa, on est sur le terrain, etc., pendant 2-3 ans. Mais vous pourriez avoir un certain nombre de gens qui, simplement, amoureux de leur région et investis dans la région, en fait, ils passeraient 30 ans. Mais ce sera un part-time, c'est du militaire part-time, parce qu'ils lui dédieraient un 10e ou un 20e de leur activité professionnelle pendant 30 ans. Je trouve ça très vertueux. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, pour atteindre les objectifs de la mobilisation, un retour au service obligatoire ? Alors, c'est un sujet qui grandit dans la société française par plusieurs angles. Vous avez certains angles qui viennent là-dessus, qui, moi, pour ma part, je les note. Je ne suis pas sûr que je sois très d'accord avec ça, mais qui, face à un certain nombre de difficultés dans nos territoires, imaginent que l'armée pourrait faire un certain nombre de choses. Bon, voilà, il y a des sujets d'emploi, de concepts d'emploi, etc., qui, à mon avis, sont assez majeurs derrière tout ça. Je pense que le service militaire obligatoire, dans notre histoire, quand vous regardez avec un peu de temps, il a toujours correspondu à des menaces existentielles. Parce que c'est quand même extrêmement privateur de liberté d'imaginer que vous expliquez à un citoyen, une citoyenne française, parce que s'il y avait un prochain service, il serait forcément toutes hommes et femmes réunis, que vous allez les priver de 1 an ou 2 ans de liberté pour rendre service à l'État. Enfin, il faut quand même que vous justifiez c'est quoi le besoin. Donc derrière le service militaire obligatoire, il y a quand même le niveau de on répond à quel besoin. Ça aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit très clair dans l'esprit des Français. Voilà. Je pense que cette question du service militaire obligatoire gagnerait très certainement à être posée beaucoup plus dans un certain nombre de pays européens qui aujourd'hui s'estiment très menacés et très directement par leurs grands voisins russes. Voilà. Donc là aussi, le fait qu'il y ait un certain nombre de pays de l'Est de l'Europe qui, pour l'instant, n'ont toujours pas de service militaire obligatoire, alors qu'on a des mécanismes majeurs de renforce par des forces européennes, l'OTAN, etc., bon, est à mon avis une question politique et militaire qui va finir par se poser. Voilà, parce qu'il y a un moment, si vous estimez que la menace est majeure et que vous avez 300 000 bad guys, pour reprendre le vocabulaire américain, qui peuvent débarquer chez vous, bon, il y a un moment où oui, il faut mettre du monde sur le terrain. Voilà, bon, voilà. Donc en France, je ne suis pas sûr qu'on en soit là. Ce que je trouve très intéressant, c'est par exemple donc, dans notre étude le cas suédois, où en fait, c'est pas un service militaire obligatoire. Je trouve intéressant en fait l'articulation entre journée défense-citoyenneté, service national, que le président Macron vient de remettre à l'ordre du jour, et réserve. C'est-à-dire qu'en fait, la journée de défense et de citoyenneté permet de faire un bon état des lieux de l'ensemble des jeunes français et françaises. Donc à partir de là, à la fois, vous pouvez commencer à aller identifier un certain nombre de spécialités, de gens qui, par leur profil, peuvent vous intéresser,
et vous les informez sur tout ce qui existe en termes de services et de réserves. Ça, c'est à mon avis une première pierre. Donc, ce n'est pas de l'obligation, c'est de l'information. Deuxième sujet, c'est quand vous êtes en service national. Là, pour le coup, il y a des gens qui seront juste heureux de faire quelques mois en disant ça a été mon écho au service public, et puis après, je ferai autre chose. Mais un certain nombre pourraient être intéressés derrière par de la réserve. Et après, vous allez à la case réserve. Et ça, les Suédois, cette articulation globale, comment je screen toute la population, comment je vais démarcher de manière active les gens dont j'ai besoin, et comment je leur fais des parcours, mais vous voyez bien derrière qu'il faut identifier des parcours RH valorisants, il faut être capable de payer, que quand vous embauchez quelqu'un en disant j'ai besoin de toi, quand il arrive dans la caserne, il est son véhicule et son uniforme, et il est sa chambre quand il est de passage, et puis que derrière, dans les droits et devoirs en lien avec leur entreprise, ce soit valorisé. Quand vous regardez chez les Américains ou les Israéliens, quand vous servez dans la réserve pendant quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois, vous revenez dans votre entreprise, c'est valorisé. Et donc à partir de là, les gens peuvent s'y retrouver. Donc moi, je crois beaucoup plus à du volontariat poussé, intelligent, très proactif. Ce que certains appellent conscription sélective, je crois. Probablement, j'avoue que je ne connaissais pas le terme, mais ça peut être ça, mais qui là, à mon avis, est quelque chose de probablement plus réaliste par rapport à notre besoin actuel. Je ne sais pas quel sera le besoin dans 20 ans ou 30 ans, mais là aujourd'hui, je pense que le sujet, c'est vraiment celui-là. Et est-ce que, pour terminer, vous ne pensez pas qu'une des meilleures solutions pour la mobilisation, c'est avant tout une gouvernance unifiée? Alors, il y a un sujet de gouvernance. Encore une fois, ça fait partie des préconisations que nous avons portées, enfin, pour ma part, j'ai porté dans le cadre de ce rapport, notamment la création d'un commandement de la réserve de l'armée de terre. Le vrai sujet de la gouvernance unifiée, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu ce que je disais au départ, il y a quand même une multi-gouvernance de la réserve au ministère, et chacun des acteurs, évidemment, y apporte quelque chose, je ne vais pas vous dire le contraire, mais néanmoins, ils ont tous quand même des biais d'approche. Quand vous êtes à la garde nationale, vous êtes à un sujet très très politique où il faut signer des contrats avec les entreprises, mais pour signer. Quand vous êtes dans votre régiment, vous voulez juste que les personnes qui soient sur votre liste soient là le jour où vous voulez, que ça les arrange ou pas d'ailleurs. Voilà. Mais on voit bien que les acteurs sont très variés. Moi je pense qu'il y a besoin d'une structure unifiée, et je pense que dans cette structure, le fait qu'il y ait une structure unifiée terre très forte est essentiel, parce que l'armée de terre représente 65 ou 70% des réservistes, et que si une future structure unifiée venait à être hors de l'armée de terre, je pense que ça va être compliqué. Encore une fois, je vous disais, l'île, la force opérationnelle terrestre, c'est aujourd'hui 85% des réservistes de l'armée de terre, et c'est donc à lui seul plus de 50% des réservistes du ministère. Donc moi, je veux bien traiter avec une gouvernance unifiée qui viendrait d'en haut. Enfin, c'est juste, il y a des réalités opérationnelles, et c'est la force du modèle américain. Et quand vous voyez tous les modèles suédois, américains, israéliens, il y a un commandement unifié, mais qui est très très lié à la partie opérationnelle des forces. Parce que sinon, vous avez finalement des mondes qui se parlent pas et qui ne correspondent pas à la réalité des métiers. Voilà. Mais encore une fois, si vous avez une gouvernance unifiée armée de terre et que vous avez bien segmenté vos différents segments réserves, ce qui permet de décentraliser les responsabilités sur chacun des segments, parce qu'honnêtement, l'île ou l'état-major de l'armée de terre, une fois que vous avez vos spécialistes qui sont identifiés dans une unité et que tout roule parce que la loi a précisé ce qu'ils avaient le droit de faire ou pas faire, c'est le local avec l'entreprise qui va traiter. C'est pas vous, hein, ils n'auront pas besoin de vous. Quand vous aurez des régiments territoriaux, une fois qu'ils seront identifiés, etc., il y aura quand même pas mal de délégations. Par contre, tout le cœur milieu en appui des forces, oui, gouvernement unique, mais il faut qu'il soit très lié à la force opérationnelle terrestre, en tout cas nous concernant, nous, armée de terre. Merci Général Bertrand Toujouz de nous avoir brossé les adaptations nécessaires pour régénérer notre modèle de mobilisation autour de la haute intensité, de la durée et de la centralité des compétences critiques. Alors, parons-nous de profondeur, convoquons l'endurance et aspirons à la réactivité. C'était Combat Futur, le podcast anticipatoire de son commandement. Bonjour chez vous.